Alors, on va reprendre le débat, mais avant de le reprendre, je voudrais qu'on ait un éclairage sur ce que pourrait être l'emploi, justement, dans les secteurs des professions libérales d'ici à 2022. Et pour cela, j'appelle Sandrine Aboudabra-Poli, qui est responsable du projet prospectif des métiers et des qualifications à France Stratégie. Et puis, Madame Camille Signoretto, qui est de la DARES et qui a travaillé... Elles ont travaillé toutes les deux et elles vont vous présenter ce projet qui me paraît essentiel pour éclairer un peu les perspectives d'avenir. À vous. Je vous remercie. Alors, on va essayer de vous présenter quelques diapositives, qui présentent les éléments de prospective sur les métiers à l'horizon de 10 ans, donc sur la période 2012-2022. Donc, préciser que c'est le troisième exercice que réalise conjointement la direction de l'animation de la recherche et des études statistiques, donc la DARES du ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et France Stratégie, qui est un service du Premier ministre, anciennement Centre d'analyse stratégique et encore précédemment donc le commissariat du plan, qui est chargé notamment d'élaborer des propositions en matière de politique publique et d'élaborer également des travaux d'anticipation. Donc cet exercice, les métiers en 2022, s'inscrit vraiment dans cette perspective d'essayer d'anticiper, d'essayer de proposer des trajectoires possibles pour l'avenir. Donc c'est vraiment un élément de réflexion, de débat pour les acteurs de la formation initiale et continue, du marché de l'emploi, permettant effectivement d'engager le débat. La réflexion, ça n'est pas une fin en soi, un exercice de cette nature, c'est important de le préciser, c'est plutôt un début pour engager cette réflexion, et il faut absolument confronter ce type de résultats que nous allons vous présenter avec d'autres travaux. Vous avez été nombreux à citer l'Observatoire paritaire des métiers et des professions libérales, qui est effectivement un acteur majeur dans le champ de l'observation et de la prospective sur les métiers et les compétences d'aujourd'hui et de demain. Alors, c'est une grande responsabilité de publier ce type de travaux, puisque vous êtes confrontés à ça tous les jours. Les incertitudes qui entourent les projections que nous avons réalisées, elles sont très nombreuses. Donc, pour encadrer ces nombreux risques, nous avons fait le choix d'élaborer trois scénarios qui permettent finalement de définir différentes trajectoires possibles d'évolution de l'économie et du marché du travail dans les années qui viennent. Le scénario central envisage une sortie de crise progressive, un scénario de crise qui prolonge la crise actuelle, on aurait notamment un taux de chômage qui se maintiendrait au niveau actuel, et un scénario cible plus optimiste qui permettrait de revenir à un taux de chômage légèrement en dessous de 7%. Alors, l'exercice, il présente en fait deux gros modules, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Un premier qui est en fait les projections de création nette d'emplois donc par métier. Donc, c'est un exercice qui est fondé sur la nomenclature des FAP, des familles professionnelles de la DARES, en 87 familles professionnelles, c'est-à-dire c'est un exercice qui est assez agrégé. Donc, on ne rentre pas dans un détail de profession très très fin. Deuxième élément, ce sont les départs en fin de carrière, par métier et qualification également. Et donc la somme des deux, création plus départ en fin de carrière, représente ce qu'on appelle les postes à pourvoir sur la période 2012-2022. Un des principaux enseignements de ces projections, c'est que finalement, c'est aussi un gage de robustesse de l'exercice, c'est que 80% des postes à pourvoir, c'est-à-dire à peu près 6,2 millions d'emplois à l'horizon de 10 ans, seraient constitués de départs en fin de carrière. Une première précision, c'est que ces remplacements en fait, de personnes qui partent soit en retraite, soit qui quittent le marché du travail pour différentes raisons, ces remplacements ne seront certainement pas réalisés à l'identique, ni en nombre, ni en qualité. Donc ça, c'est des gros enjeux pour l'ensemble des acteurs, des partenaires sociaux, des acteurs du marché de l'emploi et des acteurs de la formation professionnelle, d'être en capacité d'adapter les compétences des actifs à ces évolutions. Selon les scénarios, je reviens donc sur ce tableau, les créations nettes d'emplois représenteraient entre 1,1 million et 2,1 millions d'emplois, donc au total un peu plus de 7 millions de postes à pourvoir à l'horizon de 10 ans. Alors, je vais passer très vite sur ce graphique, simplement pour illustrer le fait que on voit bien effectivement que les créations d'emplois ne seraient pas forcément ce qui permettrait finalement d'offrir des postes, notamment aux actifs en situation
situation de chômage, mais aussi bien sûr aux jeunes qui sortent de formation initiale, puisque beaucoup de métiers sont principalement tirés par des départs en fin de carrière. Alors ce graphique, il présente les 20 métiers qui offriraient le plus de postes à pourvoir dans les 10 ans qui viennent. C'est intéressant de constater que finalement, il n'y a pas beaucoup de professions libérales, mais Camille fera un zoom sur vos professions, mis à part les professions de santé, notamment les infirmiers, bien sûr. Je crois qu'il y a également dessus les aides-soignants, dans lesquels on va retrouver notamment les assistants dentaires, par exemple. Voilà, je vais passer la parole à Camille qui fera un zoom plus précis sur vos professions. Alors, dans ce rapport, nous sommes également intéressés à l'évolution de l'emploi par niveau de qualification. Et le principal constat qui a été dressé et que ce graphique permet d'illustrer, c'est qu'il y aura une poursuite de la tertiarisation des emplois et une certaine polarisation également des qualifications, dans la mesure où on aura une croissance de l'emploi qualifié, mais aussi une croissance de l'emploi peu qualifié, donc avec des métiers comme d'aide aux personnes, aide à domicile et aide soignant. Toutefois, ce phénomène de polarisation des qualifications, il est moins marqué en France que dans d'autres pays européens ou également aux États-Unis. Nous avons également voulu confronter ces métiers créateurs d'emplois avec la part des jeunes débutants dans ces métiers. Jeunes débutants qui sont les jeunes qui sont sortis du système éducatif depuis 1 à 4 ans. Et ce que ce graphique permet de montrer, c'est que les métiers où les jeunes débutants sont les plus nombreux, sont également ceux qui sont en croissance. Et on trouve, par exemple, ce sont les métiers qui sont encadrés en bleu, certaines professions qui peuvent renvoyer à des professions présentes dans les entreprises libérales, donc comme la famille professionnelle, les professions paramédicales, qui comprennent les techniciens de laboratoire, les préparateurs en pharmacie, les kinés, également les infirmiers, les architectes qui sont également présents dans la famille professionnelle des cadres du bâtiment et des travaux publics. Voilà, pour permettre de continuer donc d'alimenter votre débat, nous avons voulu réaliser un petit zoom sur les postes à pourvoir dans les métiers qui peuvent être présents dans les entreprises libérales et que nous avons pu identifier à travers la nomenclature des familles professionnelles, donc de la DARES. Et nous avons retenu 6 familles professionnelles qui sont donc présentes sur le graphique. Donc, ce sont les postes à pourvoir. Sandrine vous l'a dit, il y a 2 canaux principaux dans ces postes à pourvoir, à la fois des créations nettes d'emplois et les départs en fin de carrière. Et donc, juste pour commenter, on voit bien qu'on retrouve les infirmiers ou encore les professions paramédicales qui peuvent être présents donc, dans les entreprises libérales du secteur de la santé, qui apparaissent comme les métiers ici les plus créateurs d'emplois et également là où les départs en fin de carrière seront assez nombreux. On a également les architectes et cadres du bâtiment, mais aussi les techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, donc qui peuvent être renvoyés à certains métiers du secteur cadre de vie et technique des entreprises libérales, qui seront également créateurs d'emplois, autour de 100 000 postes à pourvoir d'ici 2022. Seules les professions du droit apparaissent ici comme la famille professionnelle la moins dynamique, avec environ 30 000 postes à pourvoir d'ici 2022. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci. Président Chassang, comment, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui faisait cette réflexion, mais comment vous allez pouvoir marier à terme dans votre action de représentation et de représentativité des professions classiques, des professions libérales, avocats, profession du droit, profession médicale, avec toutes les nouvelles professions qui vont arriver et qui sont des professions que la révolution numérique, pour faire vite, vont contribuer à créer. Comment ça va se passer? Alors effectivement, il y a au sein d'une APL, mais on a l'habitude de les classifier comme ça, les professions libérales, en 3 grandes familles. Certains les classent en 4 familles. La famille de la santé, largement évoquée, la famille du droit, que chacun connaît, et l'autre grande famille, c'est, alors nous on les appelle techniques, au pluriel, et cadre de vie. Certains différencient les uns et les autres. On voit bien que dans cette famille, c'est évidemment extrêmement hétéroclite. Je parle au niveau des professions, parce qu'il y a quand même des points communs entre l'ensemble des professions libérales. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle on a fondé l'UNAPL. C'est pas une idée en l'air. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous réunissent et qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Mais pour venir, cette distinction technique, cadre de vie, donc on retrouve les agents généraux d'assurance, on retrouve les experts comptables, on retrouve les géomètres, tous les métiers de la construction, dont les classes d'un côté ou de l'autre. Mais de plus en plus, c'est vrai que d'organisations très diverses, appartenant à des secteurs extrêmement variés, demandent et frappent à la porte donc, de l'UNAPL en demandant à y adhérer. Parce qu'ils remplissent les caractéristiques des professions libérales. D'ailleurs, je parle sous le contrôle de Bernard Delrand, qui est le président de la caisse RSI des professions libérales, avec lequel on fait un travail notamment sur les codes NAF, c'est-à-dire pour distinguer parmi les professions indépendantes celles qui sont chez Pierre Burban et celles qui sont chez nous. Et c'est pas simple, parce qu'il y en a qui se sont trompés d'aiguillage. D'ailleurs, quand on les enregistre au moment où ils s'installent, il y a quand même des affaires assez cocasses. Donc on est en train d'essayer de corriger cela, parce qu'on a des professions qui sont des professions volontiers artisanales chez nous, et vice-versa, j'imagine qu'il y en a qui sont classifiées et qui sont en fait des professions libérales. Et parmi ces professions qui explosent littéralement aujourd'hui, évidemment, ce sont des professions dites non réglementées. Et pourquoi les professions non réglementées? Ce sont celles qui n'ont pas d'ordre professionnel, bien sûr, qui définit l'organisation de ces professions, qui n'ont pas non plus à proprement parler d'organisation avec, comment vous dire, des règles précises visant à l'installation, à la déontologie et autres, qui existent même sans ordre, parce qu'il y a des professions qui sont très organisées, qui pour autant n'ont pas d'ordre. Et donc, on a peine à classifier tout ça, tellement elles sont nombreuses. Et d'ailleurs, elles peuplent une caisse de retraite que chacun connaît, qui s'appelle la CIPAV. Et la CIPAV, aujourd'hui, est en passe de devenir la très grosse caisse de retraite des professions libérales, tellement tout ceci explose. Donc on va être amené, évidemment, à essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça, pour faire en sorte, évidemment, que chacun puisse s'y retrouver. Donc c'est pas simple. Mais quand même, on est relativement optimiste, parce que tous ces gens-là, on a 67 organisations au sein de l'UNAPL, c'est pas rien, 67 organisations, beaucoup de ces organisations viennent de ces professions-là. Eh bien, on a quand même beaucoup de choses qui sont communes et qui nous permettent de travailler ensemble dans de très bonnes conditions, notamment sur le dialogue social et tout ce qui touche à l'emploi. Merci. Alors, ma prochaine question, c'est pour François Calfon. Question pleine de malice. On l'a vu, ça a été répété, le droit du travail n'est pas vraiment fait pour les professions libérales. Vous, depuis le parti que vous représentez ici, le Parti socialiste, quand même, et la majorité présidentielle, est-ce qu'on peut s'attendre dans les mois à venir, comme a semblé le dire la ministre du Travail, quand même à des améliorations de ce point de vue? De là où on part, on peut toujours s'attendre à des améliorations. Parce qu'on part de très loin. La réponse... est-ce qu'on dit une réponse jésuitique ou une réponse de Normand? Je ne sais pas. Non, je pense que ce qui a été dit en première intention là, par les uns les autres est plein, pour vous répondre, hein, est plein de richesses sur la façon dont il faut faire pour qu'il y ait des améliorations. Il y a la question de la légitimité de cette forme d'évolution d'emploi qui doit être prise. Et attention, c'est pas simplement, et ça a été dit par Jean-Denis Combrexel, c'est pas simplement une affaire d'énarques ou d'un ministère, ou même de pouvoirs politiques qui ne comprendraient pas. C'est une question de légitimité sociale et d'appréhension des objets qui sont y compris ceux de l'UNAPL. Là, on a une question qui a été posée. On voit bien que même dans une organisation comme celle-ci, les professions dites réglementées, juridiques, médicales, etc., pèsent d'un certain poids. Et donc, à la fois... Oui, mais je suis quand même obligé de développer une idée quand même et d'aller au bout de mon propos. Donc, à la fois, on voit bien qu'il y a un facteur commun qui est ce statut d'indépendant, et à la fois, on voit bien que ça recouvre des réalités qui sont très différentes. Enfin, je veux dire, mettre ensemble, on va parler avec beaucoup de clarté, un notaire et quelqu'un qui a sa start-up dans le numérique, honnêtement, c'est pas le même monde. Même si, sur le papier, ils ont des problématiques communes. Donc ça veut dire, moi j'insiste, on ne peut pas faire passer 36 idées dans un débat comme celui-ci, ça veut dire ne pas s'intéresser simplement au sujet de droit ou de dialogue social, ils sont fondamentaux, c'est pour vous répondre. Ça veut dire s'intéresser au sujet sociologique de ce que ça veut dire le travail indépendant. Et je pense que c'est fondamental. Et j'en donnerai un autre exemple. Nora Béra s'est étendue longtemps sur la question des professions médicales qui sont
médicales et paramédicales, avec la difficulté du statut d'indépendant. Il faut aussi, puisqu'on parlait des médecins généralistes, il faut aussi s'interroger sur est-ce qu'un jeune médecin généraliste, au-delà du statut, ça l'intéresse d'avoir la même vie de ceux qui étaient les médecins de campagne il y a 30 ans. Ça n'intéresse pas, et ce n'est pas simplement une affaire de réglementation, de rapport à l'assurance maladie, c'est aussi qu'il a une articulation de son métier, de son cœur métier, du soin et de sa vie privée, qui n'est pas la même qu'il y a 30 ans. Et donc ça veut dire que si on veut réunir les contraires, parce que ça répond à la première question que vous avez posée, et j'en termine là, c'est pas par les statuts, c'est pas par les professions d'origine qu'on y arrivera, c'est par cette réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire ce travail qui évolue. Parce que je vais vous dire comment ça se passe concrètement. Vous pouvez avoir un statut, quand vous êtes, moi je suis dans le conseil, quand vous êtes dans le conseil et que vous êtes seul, qui est-ce qui répond à la question de savoir si vous êtes libéral ou salarié? C'est votre comptable. C'est quel est le régime le plus approprié. Donc vous voyez bien que c'est bien non pas sur les statuts juridiques, mais sur qu'est-ce que ça veut dire dans une vision 360, le fait de travailler en indépendant, et quelles sont les formes pour y répondre. Et c'est là qu'on aura des réponses assez concrètes. Alors après, évidemment, ça ne veut pas dire que j'ai lu et que j'embrouille tout ça. Il y a un problème de fonctionnement du RSI, il faut le régler, ça c'est très clair. Quand il y a des alourdissements de cotisations sociales ou fiscales, c'est le travail des organisations représentatives. Et je pense que l'UNAPL et l'UPA, de ce point de vue-là, ont des intérêts très communs. Il faut qu'elles se rapprochent et qu'il faut qu'elles soient entendues ensemble. Mais ce boulot-là est fait. Mais vous voyez bien que tant qu'on n'aura pas une approche de qu'est-ce que ça veut dire travailler en indépendant et comment ça évolue, parce que le médecin de campagne et le jeune libéral aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes aspirations sociales. Donc il faut aussi prendre en compte cette évolution et voir aussi donc quelles conséquences ça a sur la représentation et la reconnaissance en droit positif. Merci. Monsieur Combrexel, un mot pour conclure. Oui, on a un peu parlé de représentation et de représentativité. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'au moment où on a fait justement la réforme de la représentativité patronale, la question de fond qui était posée, c'était, alors je crois je vais le dire ici, c'était quand même la faiblesse des organisations patronales. Hein, bon. Alors, je ne parle pas des organisations patronales qui sont ici, c'est-à-dire au niveau confédéral, mais en dessous, c'est-à-dire celles qui représentent les métiers. Et je pense que quand il y a eu il y a Philippe Louis qui est là, mais quand il y a eu la réforme de la représentativité syndicale, les organisations syndicales ont fait beaucoup d'efforts parce que ça a été un enjeu très important pour eux, donc il y a eu beaucoup de réflexions. Et la réforme de la représentativité patronale, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réflexion et que quand on parle de projection vers l'avenir sur des nouveaux métiers, sur des nouvelles formes d'organisation des métiers, ça suppose que les organisations professionnelles, elles aient les moyens. Et donc avoir les moyens, c'est qu'en dessous des grandes organisations, on ait des organisations patronales fortes, et notamment au niveau des professions libérales. Alors je sais bien que les professions libérales, si généralement vous avez choisi la profession libérale, c'est qu'il y a une certaine forme individualisée du métier, et que l'individualisme avec l'organisation, c'est pas forcément quelque chose qui va de pair, mais ça suppose quand même effectivement qu'il y ait non seulement une réflexion, mais une action en la matière. Merci. Vous avez la parole, monsieur Martineau. Compte tenu de tout ce qui s'est dit, je vais me permettre de vous donner 2-3 conseils. D'abord, comptez-vous. Vous avez un problème statistique. Élaborez des statistiques, des enquêtes d'opinion. C'est peut-être le b.a.-ba, mais c'est par ça qu'il faut commencer. Vous n'êtes pas assez connu comme secteur. Vos professions sont connues, essentiellement d'ailleurs quand vous défilez, parce qu'on veut vous les déréglementer. Voilà. Là, vous êtes connu, vous êtes dans la rue, vous êtes visible, à tort ou à raison. Mais en tant que secteur, en tant qu'entreprise libérale, vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas identifié. Premier point. Deuxième point, pesez sur le débat. Peser sur le débat, ça veut dire vous trouver des alliés, notamment dans le monde patronal. Et là, c'est pas évident. On a vu que le monde patronal est faible, il est divisé, il n'est pas forcément représentatif. Et surtout, l'interprofessionnel, souvent, ne prend pas en compte vos considérations. Je ne redis pas tout ce qu'on a déjà dit sur le droit du travail, qui est fondamentalement, génétiquement conçu en France, mais aussi ailleurs, il ne faut pas se faire d'illusions, autour de la grande entreprise industrielle. Méfiez-vous des annonces de réforme, jugez aux actes. Ça, c'est très important. Et puis enfin, n'attendez pas tout d'un gouvernement quel qu'il soit, n'attendez pas tout de l'interprofessionnel. Il faut se prendre en main. Vous êtes une organisation, vous aspirez à être connu. Et il faut cibler vos thèmes, il faut cibler vos combats. Vos combats ne sont pas ceux des autres. Aujourd'hui, par exemple, sur un sujet comme le droit du travail, vous n'êtes pas identifié comme ayant 1 ou 2 objectifs, des buts de guerre. Voilà. Des buts de guerre crédibles, réalistes, argumentés, travaillés.
argumenté, qui repose sur des statistiques, des faits, etc., avec des alliés. Et c'est dans ces conditions que vous pourrez améliorer vos conditions, vos entreprises. Ce sera bien pour vous et pour l'intérêt général parce que vous créerez des emplois et on sait qu'il y a un gros potentiel d'emploi, ça a été dit aussi. C'était le sens de l'exposé de M. Rivaton tout à l'heure, qui disait que les mentalités étaient en train de changer et plus vite qu'on ne le croit. M. Burban. Non, mais moi je vais poursuivre par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'effectivement... Il a parlé du MEDEF pas du tout, voyons. Juste dire qu'effectivement, la réalité du monde entrepreneurial français, il se situe dans les petites et très petites entreprises. Juste rappeler que 98% des entreprises françaises ont moins de 50 salariés et que plus de la moitié des salariés français travaillent dans ces catégories d'entreprises, donc dans celles des professions libérales, de l'artisanat, du commerce de proximité. Et si vous prenez les très grands groupes français qui sont dans les entreprises de plus de 500, et vous voyez, à 500, je ne suis pas dans les grands groupes, elles ne font travailler sur le sol, enfin, en droit français, que 10% des salariés de France. Voilà. Donc, je rejoignais ce que M. Martineau a dit. Il faut qu'on trouve des alliés. L'UPA et l'UNAPL ont signé un partenariat. Je crois qu'il faut que nous renforcions ce partenariat. Et effectivement, non pas pour supprimer le MEDEF, je n'ai jamais dit ça. Hein. Mais le MEDEF doit rester à la place qu'il a. Et ça veut dire que dans l'évolution de la représentativité patronale, il faut aussi que les pouvoirs publics fassent en sorte que la pluralité puisse exister. Voilà. Et sinon, on continuera à prendre des dispositions qui n'iront pas dans le sens de l'intérêt des Français et du monde économique. Merci. Nora Berra, vous avez le mot de la fin. On parle beaucoup de dialogue social, de code du travail. Je voudrais quand même rappeler que les professionnels du secteur des professions libérales travaillent quand même au-delà des 35 heures. Elles travaillent, si ce n'est le double, 70 heures par semaine. Et je pense que ça méritait d'être souligné. Ce sont des professionnels qui ont un grand sens des responsabilités, au-delà de la liberté et de l'indépendance recherchée, mais il y a aussi un principe de responsabilité. Ils sont seuls à prendre des risques, il faut aussi le dire. Ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est d'être accompagnés. Ils n'ont pas besoin d'être bridés, ils n'ont pas besoin d'être entravés, ils ont besoin d'être accompagnés, qu'on leur facilite le travail et ils ont besoin d'un contrat de confiance plutôt qu'un dogme inscrit dans la loi. Je parle plutôt, moi, de rapport de confiance entre justement les organisations professionnelles pour faire avancer les conditions de leur exercice, mais je suis moins encline à défendre un cadre légal qui rigidifie encore le secteur. Donc voilà, je conclurai par le besoin de libérer les énergies et les talents, un cadre favorable à la prise de risque, à la liberté d'entreprendre, et puis saluer effectivement ce sens des responsabilités des professions libérales. Voilà, et je voudrais ici les saluer. Merci. Peut-être que Monsieur le Ministre va vous répondre. Messieurs, Madame, merci pour ce débat. Merci beaucoup.